Salut tout le monde et bienvenue dans ce troisième épisode de l'Instant Focus. Avant de démarrer, j'aimerais encore une fois vous remercier pour les vues, les partages, les commentaires sur mes vidéos, sur les 2 premiers épisodes. C'est extrêmement motivant et plaisant d'être suivi à ce point. C'est un projet que je réalise seul, qui demande du temps, de l'énergie, des moyens. Donc vos retours sont très précieux. Alors n'hésitez pas à continuer à vous abonner à ma chaîne, à mes réseaux sociaux, à partager, à commenter, etc. Maintenant, place à ma deuxième invitée. Liliane m'a contacté spontanément il y a quelques jours, comme l'avait fait Sakina pour l'épisode 2. Merci donc à toi Liliane et merci de me recevoir dans ton cabinet. Pour démarrer, comment vas-tu ? Je vais bien, merci. Un petit peu stressée, mais je suis sûre que ça va bien se passer. Je suis sûr aussi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui te passionne, etc. Alors, je m'appelle Liliane, j'ai bientôt 37 ans, maman de 3 enfants. J'étais infirmière, je le suis encore un tout petit peu, mais j'ai un peu changé de voie il y a quelques années en travaillant beaucoup sur moi par rapport à la confiance en moi, le besoin de me laisser de la place en tant que personne. J'ai beaucoup voulu être aimée, chercher l'approbation à travers les autres et ce chemin de vie m'a amené à expérimenter pas mal de choses dont probablement on parlera après. Et aujourd'hui, j'ai envie de mettre tous ces outils à contribution et pouvoir aider les femmes sur ce chemin-là. Avant d'entrer plus en détail justement dans ce que tu viens de me dire ou dans le sujet dont on va parler, je me suis posé une question en préparant mon interview parce que voilà, tu es une thérapeute qui accompagne exclusivement les femmes. Tu m'as contacté moi en tant qu'homme pour parler de ça. Je me suis posé la question pourquoi, qu'est-ce que tu penses que je pourrais amener avec ma vision masculine, ma sensibilité, ou alors est-ce que c'est vraiment le hasard d'avoir vu mes vidéos, de t'être dit tiens je vais le contacter parce que c'est sympa, mais est-ce que tu penses qu'en tant qu'homme qu'est-ce que je peux apporter à cette interview finalement? C'est une jolie question. C'est vrai que alors je reçois exclusivement des femmes, oui. En psychokinésiologie, je peux aussi prendre des hommes en consultation parce qu'on travaille l'émotionnel, le physique, les croyances. Donc ça, on a tous en nous des choses qu'on peut avoir envie d'éclaircir. Alors c'est vrai que quand j'ai vu que tu étais un homme, j'ai quand même eu un petit peu un moment de recul. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, les hommes, ils ont tous une part sensible. Et puis surtout quand on est dans un milieu un peu plus artistique, créatif, pour faire de la photo, je pense qu'il y a quand même une part sensible assez développée chez toi. Et quelque part, je me dis que c'est chouette aussi d'oser montrer ça à un homme parce que il y a aussi cet effet qui peut encourager d'autres hommes aussi à oser aller explorer toute cette part sensible. Tout à fait. Alors, je me suis préparé un petit peu, mais je devrais peut-être pas m'excuser d'avance s'il y a des petites maladresses masculines dans des sujets que je maîtrise finalement pas ou peu. Hein. Donc, mais voilà, ça va aller. Tu pourras me corriger s'il y a besoin de me corriger. On y va comme ça, il n'y a pas de souci. Donc tu m'avais contacté et comme tu viens de le dire avant, tu m'as parlé d'un long parcours finalement pour gagner confiance en toi, t'accepter même, tu m'as dit. Si tu peux revenir là-dessus, pourquoi en fait tu ne t'acceptais pas, qu'est-ce qui a fait que tu ne t'acceptais pas et puis quel a été ce parcours finalement d'acceptation? Ouais. Ça remonte à très très longtemps, déjà enfant. Alors j'ai toujours eu un surpoids et je sais pas, j'ai vécu enfant avec cette blessure de rejet où je me sentais jamais à ma place nulle part. Je me sentais pas à la place avec les filles, je me sentais pas trop à la place avec les garçons, mais je m'identifiais plus avec les garçons parce que pour moi c'était plus facile, c'était moins... Alors, j'ai toujours eu cette caricature que les filles c'était un peu gnangnan et puis c'est drôle qu'aujourd'hui il y a l'opposé. Hein. Voilà. On dit toujours que ce qu'on fuit, on l'attire pour finir. Mais donc dans mon parcours d'enfant, c'est vrai que je me suis jamais vraiment sentie à ma place. J'ai l'impression que je devais faire beaucoup pour être vue. Et ça a duré assez longtemps et
Pour moi, la chose la plus difficile que j'ai eu à vivre, c'est le décès de ma maman, quand j'avais 19 ans. Et suite à ça, il y a un monde qui s'est ouvert à moi. Alors, dans un premier temps, je me suis complètement renfermée. J'ai vraiment fermé mes émotions. J'étais en survie. Mais par contre, à cette époque-là, j'avais quand même de la joie. Je pense que c'était un peu la manière de faire sortir ce qui devait sortir, mais ça sortait plutôt sous forme de joie. J'avais des amis super au collège, donc c'est vrai que c'était un environnement très soutenant pour moi. Et après, j'ai entamé mon école d'infirmière qui s'est bien passée aussi. Et puis, c'est plus au moment où j'ai rencontré un compagnon en sortant de l'école d'infirmière qui m'a refait vivre de plein fouet ce rejet, avec beaucoup de manipulation, où finalement j'ai perdu de nouveau toute cette confiance que j'avais pu gagner socialement. J'avais toujours pas confiance en moi intérieurement, mais socialement je trouvais que ça allait. Et cette relation m'a fait vivre vraiment ce rejet de plein fouet, et à un moment donné je me suis dit mais tu peux plus. En fait, j'étais allée tellement bas dans comment dire, dans le... Je trouve pas le mot maintenant, mais finalement, je me suis vraiment complètement moi-même rejetée en étant dans cette relation où tout le mal qu'on m'infligeait, puis j'acceptais. Puis à un moment donné, j'ai dit non, mais stop. Bien sûr, comme l'a dit Sakina dans l'autre reportage, quand on est dedans, on ne peut pas forcément voir, ou on n'arrive pas à voir, parce qu'on doit vivre cette expérience-là. Ouais. Et de l'avoir vécu, ça m'a aussi dit, non, en fait, tu peux dire que c'est pas ok ce que tu vis là. Ouais. Et je suis sortie de ça, et peu après, j'ai rencontré mon mari, puis c'est une toute autre relation, où vraiment il y a énormément de respect, il y a de la confiance, et puis je pense que peu à peu, ce qui m'a aussi beaucoup construite dans mon estime de moi, c'est d'avoir des enfants. Parce que finalement, on se rend compte que pour eux, on est tout. C'est bête à dire, mais et puis si on va pas bien, si on montre qu'on n'est pas bien, eux ils vont le sentir, et puis finalement notre enfant va toujours refléter chez nous nos manquements à nous. Oui. Donc j'ai énormément travaillé depuis que j'ai mes enfants. D'accord. Et surtout ma fille, ma première, qui m'a beaucoup reconnectée justement à toute cette féminité, parce que quand j'étais enceinte, ma grande peur c'était d'avoir un garçon, d'avoir une fille. Je voulais vraiment avoir un garçon parce que je me suis dit ça va être plus facile. Carrément une peur. J'avais peur. Ouais. Et puis quand j'ai vu que c'était une fille, au début j'étais là. Alors voilà, je suis super contente de l'avoir, mais sur le moment j'étais là. Ouais. Et puis de se reconnecter à cette féminité, de dire qu'est-ce que je vais lui transmettre, moi qui suis pas forcément très coquette, qui suis pas hyper féminine. À l'époque j'avais les cheveux plus courts. Enfin, je me trouvais pas forcément féminine. Et puis je dis elle va vouloir se maquiller, elle va vouloir. Je dis voilà. Et puis finalement, en travaillant, en rencontrant dans mon parcours, alors je sais pas si tu as d'autres questions où je continue avec ça, mais c'est vrai que dans mon parcours, j'ai très vite été amenée à rencontrer beaucoup de femmes. Ouais. Parce que le hasard n'existe pas, c'est vraiment une phrase que je me suis tatouée, parce que j'en suis vraiment profondément convaincue qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Tout ce qu'on vit, il y a une raison. Et j'ai été amenée à participer à des cercles où il n'y avait que des femmes. Des rencontres pour moi, dans des petits moments que je me suis accordée suite à la dépression que j'ai fait à la naissance de ma première fille. Et c'est là où j'ai puisé dans cet amour profond, en fait, que les femmes peuvent avoir les unes pour les autres, et pas tout ce qu'on peut des fois vivre dans notre quotidien, où il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de critiques, de comparaison, et où finalement, des fois, on a besoin de dévaloriser l'autre pour se revaloriser soi. Et là, j'ai vraiment compris, en fait, ce que ça pouvait être d'aimer être en compagnie des femmes. D'accord. Et puis, donc là, quand à la naissance de ta fille, tu étais encore infirmière, c'est ça? J'étais encore infirmière, mais j'étais devenue indépendante. Oui. Ok. Et puis tu parles de dépression à la naissance de ta fille, c'est quelque chose qu'on peut entendre, mais c'est quelque chose d'assez terrible finalement de vivre
ce qui devrait être ou ce qui peut être le plus beau moment de sa vie, et puis d'enchaîner avec une dépression. Comment tu as vécu, j'imagine pas bien, mais est-ce que tu peux nous parler de ce moment finalement? Oui, bien sûr. C'est vrai que beaucoup de personnes me disent qu'elles sont contentes d'entendre en fait. Parce que souvent on pense, comme tu le dis, qu'on doit être heureuse, mais en fait ça chamboule tout. D'avoir un enfant, alors ça peut être hyper culpabilisant de ressentir ce sentiment c'est plus de l'impuissance en fait qui mène quand même à cet état de dépression, parce que quand on a un enfant qui pleure et puis qu'on n'est pas bien, en fait on voudrait faire, mais en fait des fois il n'y a juste rien à faire. Je l'ai compris assez tard. C'est vrai que moi je me disais toujours, il y a quelque chose que je fais mal, et puis finalement on se dévalorise. Donc c'était de nouveau cette spirale de dévalorisation, de dire je suis même pas capable de m'occuper d'un enfant. Et autour de moi j'avais peu de personnes ressources. J'avais déjà plus ma maman, et puis j'avais peu d'amis qui avaient des enfants. Et voilà, j'avais quand même un côté très anxieux à ce moment-là que je pense avoir moins maintenant, qui fait que je m'inquiétais de tout en fait. Et puis ma déformation professionnelle d'infirmière, des fois on imagine le pire. Alors des fois on peut se rassurer en disant non, c'est pas grave, mais il y a aussi un côté de nous qui tout d'un coup dit mais mince, ça va partir en cacahuète, et puis voilà, ça a rajouté une couche d'angoisse en fait à ce que je vivais à l'époque. Et puis mon mari, il travaillait quand même loin à l'époque aussi, donc j'étais quand même passablement seule. Et donc voilà, cette dépression. Après, c'est vrai que ce que ça m'a permis de comprendre, c'est que on a tendance, alors je vais parler en jeu, parce que comme on dit dans les cercles de femmes, c'est souvent notre expérience à nous, mais je pense que je m'étais complètement laissée de côté. Et quelque part, je suis contente de l'avoir appris après ma première fille, parce que d'autres femmes le comprennent très très tard. Et moi, ça m'a permis pour mes autres grossesses, en fait, de ne pas m'oublier. Et même si ça peut paraître égoïste, je me suis toujours laissé du temps. Parce que je sais que pour moi, c'est vraiment primordial d'exister, même en dehors d'être maman. Et puis comment ça se traduit dans la relation finalement avec ta fille? Après tu as eu d'autres grossesses, t'as dit. Est-ce qu'il y a des différences justement où tu as vécu cette première grossesse avec une dépression après, dans la relation vraiment avec l'enfant? Est-ce que tu as ressenti quelque chose de différent? Alors j'ai ressenti la première année où elle était vraiment beaucoup plus proche de mon mari. Après je l'ai accompagnée aussi voir des thérapeutes à l'époque. Et ce lien, on l'a maintenant, vraiment. Même si elle continue de se confier plus à son papa. Ce qui en soi ne me dérange pas. On partage d'autres choses. Et puis c'est vrai que tout cet univers que j'ai, plus un peu spirituel, je vois que ça l'intéresse. Et c'est quelque chose que, si elle continue de vouloir aller là-dedans, je pourrais aussi l'accompagner. C'est quelque chose qu'on partagera. Est-ce que tu connaissais depuis toujours finalement ce monde des énergies, ou c'est quelque chose qui t'est vraiment venu, je sais pas, suite au décès de ta maman par exemple? Alors non, je connaissais pas trop. J'étais quand même quelqu'un d'assez cartésienne, qui croyait en pas grand chose. Je croyais en ce que je voyais. Et puis je me posais surtout pas trop de questions. Alors c'est vrai que j'ai la maman du copain que j'avais à l'époque, elle m'avait offert un soin chez une dame qui faisait avec des huiles essentielles, des massages énergétiques. Donc j'y suis allée une première fois chez cette dame, et ensuite j'ai vu qu'elle proposait des cours. Donc je me suis d'abord formée à l'aromathérapie avec elle. Après il y avait aussi d'autres formes de massage un petit peu plus énergétiques. Donc j'ai aussi fait... c'est un peu les 2 premières choses que j'ai fait chez cette dame. Ensuite, je ne sais plus dans quel ordre les choses se sont ouvertes, mais j'ai touché à beaucoup de choses. J'ai touché au Reiki, j'ai touché à la médiumnité, à la lithothérapie, quand même des massages un peu plus physiques, mais ça m'a moins parlé. Après, ce qui m'a vraiment ouvert beaucoup de portes, c'est la psychokinésiologie. Et maintenant, je me forme aussi dans un côté un peu plus chamanique, avec les constellations chamaniques. Donc voilà, il y a... mais c'est vrai que quelque part, j'ai beaucoup erré dans plein de choses, parce que j'allais chercher beaucoup à l'extérieur des solutions.
parce que j'étais tellement fermée que j'arrivais plus à me reconnecter à moi par rapport à toute cette souffrance que j'ai pu accumuler. Et ben voilà, à un moment donné, ça doit sortir. Et ben, moi, il m'a fallu ce temps-là. Pour d'autres personnes, peut-être que ce sera beaucoup plus rapide parce qu'il y aura moins de charge émotionnelle du passé, ou que voilà, la personne aura pu évacuer différemment. C'est pour ça que même si je trouve que des fois j'avance pas suffisamment vite, ben, je sais que c'est le chemin juste et que c'est mon rythme à moi. Et que peut-être ce rythme qui me permet d'expérimenter beaucoup de choses va me permettre aussi de pouvoir apporter beaucoup d'outils aux gens qui viendront me voir. J'ai lu que tu as parlé de ta différence finalement en étant enfant, et que tu as très vite cherché un sens profond à la vie. Aujourd'hui, tu accompagnes donc des femmes dans leur chemin de vie à elles. Est-ce que finalement tu l'as trouvé là-dedans, le sens de la vie, ou finalement on est toujours en recherche peut-être d'un sens, mais est-ce que c'est ça que toi qui t'anime et et que tu recherchais peut-être depuis toujours? Je pense que si tu m'avais posé la question il y a quelques semaines, je t'aurais dit que oui, le sens de ma vie, c'était d'accompagner les femmes. Et je pense que maintenant, le sens de ma vie, finalement, c'est d'être heureuse. C'est juste ça, en fait. Des fois, parce que finalement, accompagner les femmes, alors oui, ça nourrit qui je suis, ça m'apporte énormément. Mais finalement, je me suis incarnée ici, c'est juste pour être moi. Et c'est encore en chemin d'oser être moi. Ça va me prendre encore. Et finalement, c'est ça que j'ai envie aujourd'hui de te répondre. Le sens de ma vie, c'est de trouver la paix, la joie et d'être avec les gens que j'aime. C'est déjà un joli sens à la vie, je pense. Et maintenant, si on prend un peu plus, alors on va aller plus en détail dans cet accompagnement féminin que tu proposes. Tu as dit plein de mots avant que je connais très peu. Si tu arrives juste du coup à expliquer un petit peu ce que tu fais, avec quelles pratiques, etc. aujourd'hui tu travailles. Alors moi je propose plusieurs choses. Il y a d'abord les cercles de femmes. Les cercles de femmes, c'est des espaces de rencontres entre femmes où on a quand même principalement un temps de parole. Donc dans ces temps de parole, on peut déposer des choses qu'on vit qui sont difficiles, peut-être des choses qu'on n'oserait pas discuter avec une amie parce qu'on a peur d'être jugé, ou parce que dans notre société, c'est vrai qu'il faut encore montrer que tout va bien, justement, qu'on ne fait pas de dépression, que la relation avec notre mari est géniale, que nos enfants sont des anges. Et puis en fait, ça culpabilise énormément les femmes de ne pas oser dire que ça ne va pas. Ça ne fait pas de nous quelqu'un de mauvais. Ça fait juste quelqu'un de nous authentique. Mais la personne en face, des fois, elle n'arrive pas à entendre ça, ou elle n'arrive pas à recevoir ça, puis elle va tout de suite rebondir en disant « Ah, mais moi aussi, mais moi aussi ». Puis en fait, on a juste besoin de déposer que ça ne va pas, puis on n'a pas forcément besoin d'entendre que chez l'autre, ça ne va pas non plus. Donc dans ces cercles, il y a un espace de parole. On peut aussi venir même si tout va bien, juste pour se reconnecter aux femmes. Dans ces espaces, je propose aussi beaucoup le lien avec les saisons. Finalement, c'est vrai qu'on est des êtres cycliques, on vit dans un monde, il y a les énergies de la nature, il y a les énergies de la lune, il y a les énergies de notre propre corps en lien avec notre cycle menstruel. Et c'est toutes ces énergies que j'essaye de transmettre ou de faire ressentir aux femmes aussi, pour se reconnecter plus au moment présent et d'être plus dans l'écoute de qui on est. Et pas de ce que la société ou nos amis ou notre conjoint aimerait qu'on soit. C'est compliqué de venir dans ces cercles de femmes, parce que finalement, c'est s'exposer aussi face on peut rencontrer des gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas dans ces cercles. J'imagine que la démarche ne doit pas être si facile. Alors je pense que la démarche n'est pas facile, mais pour les personnes qui ont sauté le pas, elles sont reconnaissantes de l'avoir fait, parce qu'en fait elles se disent mais je peux être autant proche d'une inconnue que d'une amie que je connais depuis 20 ans. Parce que c'est vrai que dans ces espaces, comme je dis, on est vraiment là pour l'autre. Il y a beaucoup de bienveillance, de non-jugement, et c'est ce qui fait qu'en fait on accueille la personne pour qui elle est. On n'a aucune attente de ce qu'elle devrait être. Elle peut juste être là qui elle est. Et c'est ça qui est vraiment précieux. Que moi j'ai pu expérimenter, comme je disais avant, où j'ai déposé ce que j'avais vécu, et puis ces femmes, elles ont été juste merveilleuses, et puis voilà, rien n'empêche que tout d'un coup il y ait cet élan de prendre la personne dans les bras, et puis
Puis les choses se font, et puis ça demande juste de sauter le pas. C'est vrai que c'est ça l'acte le plus courageux qu'on fait. Oui, tout à fait. Et puis quels sont dans ces cercles, sans entrer dans des détails que tu n'aurais pas envie de divulguer, mais quels sont les défis ou les problématiques finalement les plus courantes que rencontrent les femmes qui viennent dans ces rencontres? Alors il y a un peu tout, il y a quand même beaucoup de la relation avec le conjoint, son propre rôle de femme, qui j'ai envie d'être versus qui je pense que je dois être, ça c'est beaucoup. Okay. Se respecter, arriver à trouver son équilibre à soi. Après il y a aussi bien sûr des femmes qui ont vécu des violences, des abus. Ouais. Et toi tu es aussi dans l'écoute, mais c'est pas un moment pour toi de thérapie où tu vas conseiller ou non, pas du tout. C'est vraiment des temps de parole, d'écoute, c'est ça? Alors une des règles vraiment d'or des cercles, c'est qu'on ne donne jamais de conseils à une personne qui n'en a pas demandé. C'est ce qu'on fait tous les jours dans la vie. C'est ça. On pense que la personne elle a besoin de recevoir un conseil alors qu'elle a juste besoin de se décharger. Ouais. Voilà, ça s'appelle vraiment l'écoute active. C'est-à-dire qu'on est là, on n'est pas en train de rien faire, on est vraiment là en présence pour la personne. Ouais. Mais c'est tout ce que je fais. Je suis là pour elle. Ouais. Enfin, c'est déjà beaucoup. Effectivement, mais je ne réponds pas, je ne rebondis pas. Ouais. Sauf si elle me dit, voilà, j'aimerais avoir votre avis sur ça. Ouais. Puis là, c'est des groupes de combien? Ça dépend, mais j'essaye de ne pas prendre trop parce que il faut quand même garantir aussi l'espace, que ce soit sécuritaire pour tout le monde. Et puis, je dirais maximum 7-8 personnes. Ouais, ok, d'accord. Et puis, avec ces cercles de femmes, j'ai vu sur le site, il y a les tentes rouges, c'est ça? Oui. C'est le nom qui est donné ou c'est quelque chose de différent encore? Alors, la tente rouge, c'est vraiment plus un espace vraiment parole. Ouais. Où là, de manière physique, on va vraiment dresser une tente avec une espèce de paravent, avec des rideaux rouges, pour vraiment symboliser cet espace du sang menstruel, de l'utérus, de cocon, vraiment. Plus où là, on peut se concentrer sur ce que la personne a à déposer. D'accord. Il faut savoir que les tentes rouges, à l'époque, pour la petite histoire, c'était un temps où les femmes... donc quand elles avaient leurs règles, elles étaient en dehors elles sortaient de leur tribu, mais c'était pas parce qu'elles étaient impures, c'était parce que justement on considérait que quand elles avaient leurs règles, elles pouvaient se transmettre entre elles toute leur sagesse, leur savoir, puis c'était un temps où elles prenaient soin les unes des autres. D'accord. Parce que cette période de démonstration, c'est un temps de repos. Normalement, notre corps nous demande ce temps de repos. Ce qui n'est pas forcément considéré comme tel dans notre culture finalement. Ah bah non, voilà. Il faut fonctionner dans notre culture. Exactement, oui. D'ailleurs, c'est un sujet assez d'actualité. J'ai vu qu'on en parlait justement des congés, je ne sais plus comment ils menstruels. Congés par rapport aux personnes qui souffrent énormément durant leurs règles. Oui, ouais, oui, c'est une réalité. On n'a pas toute la chance d'avoir un cycle qui n'est pas douloureux. Même si, un cycle normal n'est pas douloureux, malgré ce qu'on peut encore faire transmettre aux jeunes filles aujourd'hui. Ouais. Parce que j'anime aussi des ateliers pour les jeunes filles en lien avec la puberté et c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur de leur transmettre, c'est que non, les règles, c'est pas normal qu'on ait mal. Un petit tiraillement, voilà, oui, mais on doit pas être plié en deux toute la durée de nos règles. À côté de ça, quelle autre méthode, ou je sais pas comment je peux appeler ça, tu utilises? Il y avait la psychokinésiologie. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors la psychokinésiologie, c'est vraiment un outil précieux qui est tellement vaste que c'est difficile d'expliquer. C'est quelque chose qu'on peut autant utiliser pour soi, vraiment pour revenir dans le moment présent. Parce que il n'y a que dans le moment présent où on a vraiment de l'impact. C'est pas quand je suis dans la peur de ce qui peut arriver ou que je suis dans le regret de ce qui s'est passé que je peux avoir de l'impact. Ouais. C'est vraiment aujourd'hui. Et quand je suis dans le moment présent, c'est là où j'ai vraiment tout ce potentiel d'action. Donc je peux poser des actes et avoir un impact positif sur ma vie. Quand je suis dans une émotion bloquée, j'ai aucun impact sur ma vie. Si je suis dans la peur, je vais rester dans la peur, puis ça va augmenter. Ouais. Si j'arrive à faire ce mouvement de recul, venir dans le moment présent, c'est là où je peux dire, ok, alors on ne va pas enlever la peur, les émotions on ne les enlève pas,
Les émotions, on travaille avec et surtout on les reconnaît parce qu'elles ont toute leur importance. Donc ça c'est une partie de la psychokinésiologie qui est plus de soi à soi, vraiment comment je peux être là dans le présent, avec moi-même, avec ce qui se passe autour de moi. Et si on veut aller voir quelque chose qui nous dessert ou quelque chose qu'on vit de manière répétitive, par exemple des relations toxiques ou même de soi à soi, de la dévalorisation, comme ça on peut aller vraiment voir plus... alors déjà dans le présent, comment ça se manifeste dans le corps, parce que souvent une blessure émotionnelle, elle peut se manifester dans le corps. Oui. Tout est lié, le corps, l'âme et l'esprit. Et en fonction de comment ça se manifeste dans le corps, c'est peut-être une douleur que j'expérimente quotidiennement ou que je n'ai pas encore sentie. Et après, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir si on a une croyance en lien avec cette douleur et cette émotion. Par exemple, si je vis tout le temps de la dévalorisation puis que j'ai l'impression que je dois faire beaucoup pour les autres, pour être aimée, ça peut être peut-être le sentiment d'impuissance avec une croyance qui dit que quoi que je fasse, je suis jamais assez. Ouais. Et après, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir, parce que ce qu'on vit aujourd'hui, il y a pratiquement toujours un ancrage dans le passé de notre petite enfance, ou ça peut même être jusqu'à l'adolescence ou l'âge adulte. C'est d'aller voir à quel âge ça s'est ancré, et d'aller prendre soin de notre enfant intérieur. Parce que je disais avant que on peut vraiment, de soi à soi, aller soigner pratiquement tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. Ouais. Ça demande un choix, ça demande un effort. Bien sûr que c'est pas en étant assis sur le canapé en regardant la télé que ça va se faire. Ça demande un choix d'aller à l'intérieur de soi. Ouais. Ça demande un choix d'aller dans quelque chose d'inconfortable pour pouvoir aller mieux. Et quand je fais ça, je donne pas mon pouvoir à l'autre de me guérir. C'est moi qui arrive à faire ça. Alors bien sûr qu'en thérapie, je guide la personne. Mais c'est pas moi qui fais le travail pour elle, c'est elle qui fait le travail. Okay. C'est son corps qui me parle à travers le test musculaire pour trouver des émotions, pour trouver ce qu'il y a à trouver. Ouais. Elle discute. Donc voilà, moi je me mets à son service de nouveau dans une écoute active. Et c'est pas moi qui sais pour elle en fait. Ouais. C'est vraiment, moi je suis là un peu comme canal, je reçois ce qu'elle me transmet, j'essaie de mettre un peu d'ordre avec elle, ça lui parle et après on va voir de où ça vient. Okay. Et l'idée c'est que la personne reparte avec pour elle-même cet ancrage positif, donc d'une croyance qu'on va reformuler en lien avec la croyance qu'elle avait de départ. Par exemple, si c'était quoi que je fasse, c'est jamais assez, ça pourrait être je prends soin de moi, ou ça peut être beaucoup de choses en fonction de ce qui parle à la personne. Ouais. Et l'idée c'est qu'elle retourne voir cet enfant intérieur pour ancrer, parce que bien sûr on peut pas, comme je disais avant, changer quelque chose en un coup de baguette magique. On vient en séance une fois, c'est réglé. C'est vraiment un engagement. Ouais. En psychokinésiologie on parle beaucoup de l'engagement. Ouais. C'est qu'est-ce que je fais moi pour aller mieux. Okay. Et puis, il y a beaucoup de thérapies différentes qu'on peut... Pourquoi est-ce que les gens viennent chez toi en psychokinésiologie plutôt qu'ailleurs finalement? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Alors, je pense que les gens qui viennent, c'est des personnes qui ont peu accès à leurs émotions pour l'instant. Alors, on n'est pas obligé d'aller en plein dedans en psychokinésiologie. Elles apparaissent. Après, on peut apprendre à les observer. Donc ça peut être un outil vraiment au quotidien. Ouais. De faire des gens qui viendraient en psychokinésiologie, c'est des gens qui ont envie d'apprivoiser leurs émotions, d'en faire des amis, puis pas de vouloir les mettre sous le tapis, même si elles sont pas, au premier abord, elles sont jamais belles. La colère, on va dire, c'est pas beau, la tristesse, c'est pas beau, la peur, c'est pas beau, et l'impuissance, c'est pas beau. Mais si on reste à ça, effectivement, on va les survoler toute notre vie, puis elles vont se manifester d'une manière ou d'une autre. On peut pas ne pas vivre les émotions. Ouais. Donc à un moment donné, ça va se manifester soit avec des tensions physiques, soit avec une dépression ou d'autres manières. Le corps, il a besoin d'extérioriser ce qui se vit à l'intérieur. Ouais. Si on ne va pas faire l'exercice d'aller voir. Donc pourquoi les gens viendraient? Donc par rapport aux émotions. Aussi quelque chose qu'on a vécu dans le passé qui reste encore à vif. C'est-à-dire que si on y repense, on sent que c'est pas ok d'en parler, ou des fois qu'on a encore l'émotion qu'elle a, les larmes, voilà. D'aller penser, donc P-A-N-S-E-R, penser le passé, pour vraiment mettre du baume et puis avancer sereinement. Donc on pourrait dire ça. Pour des personnes qui pensent trop, qui n'arrivent pas à être dans le moment présent, ça c'est vraiment top aussi.
Comme je dis, les douleurs chroniques, on peut aussi toujours aller creuser. La personne, elle ne va pas ne plus avoir de douleur en une séance, ça c'est clair. Mais déjà d'observer comment ça résonne. Ouais. De savoir que cette douleur me montre peut-être ça, comment je me positionne dans ma vie. Ok. Et puis là, c'est aussi des problématiques que les hommes peuvent rencontrer. Oui. Finalement, tu as fait le choix de travailler avec des femmes. Est-ce que si moi je t'appelle pour des problématiques où je pense des émotions, où je pense que tu pourrais m'aider, est-ce que tu vas quand même me rencontrer ou bien tu travailles vraiment? Non, alors pour ça oui, je peux tout à fait... Et je serais même ravie que des hommes se mettent en chemin. Je dis toujours, je plus sois aussi les cercles d'hommes, enfin tout ce qui se met en place autour du masculin et aussi pour que les hommes osent montrer cette part sensible en eux, parce que finalement dans ce que moi je ressens et dans ce que peut-être beaucoup de femmes ressentent, c'est quand un homme touche à cette part vulnérable en lui que la femme elle peut être le plus proche de lui. C'est pas paradoxalement, le patriarcat ou la société d'aujourd'hui voudrait nous montrer que c'est les hommes virils, mais en fait c'est quand l'homme touche à sa part sensible que la femme se sent le plus proche de lui. Et c'est dans cet état où on peut le plus communiquer. Ouais, ok. Est-ce que d'ailleurs tu considères ton travail comme un engagement féministe ou ça n'a rien à voir avec ça? Est-ce que... Non, je pense pas, parce que je suis pas très féministe. Je dirais plutôt que la valeur qui est au centre de ce que je propose, c'est cette sororité, c'est vraiment ce lien qu'on peut tisser entre femmes. Et de se montrer qu'ensemble on peut se soutenir et on peut s'élever plutôt que se descendre. Ouais. C'est ça, je pense que c'est vraiment le message que j'ai envie de transmettre dans cet accompagnement qui est plus dirigé vers les femmes, c'est qu'une femme peut vraiment... Alors on peut se faire énormément de douleur, on peut se faire énormément de mal entre femmes, mais on peut aussi vraiment être là les unes pour les autres. Et la réussite de l'une résonne chez l'autre, parce qu'on est contente pour elle. C'est ça, ouais. Tu as aussi, sauf erreur, une formation de doula, c'est juste? Oui. Donc tu accompagnes les femmes, c'est quoi, un accompagnement lors de la grossesse, mais aussi lors de l'accouchement, c'est ça? Alors une doula, c'est vrai que souvent on pense que c'est vraiment une personne qui est là autour de ce qui est périnatalité. Ouais. Mais une doula, ça comprend vraiment... Alors le mot doula, c'est être au service d'eux. Et on peut être doula, donc c'est souvent une femme qui est au service pour une autre femme. Oui. Après, il y a des doulas de fin de vie. Mais la formation que j'ai faite, qui prend vraiment depuis les premières menstruations jusqu'à la ménopause. Donc c'est vraiment un peu l'accompagnement que je propose aussi en lien avec le cycle. C'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre à retrouver cette puissance à l'intérieur de soi et ne pas donner son pouvoir à l'autre. Okay. Alors dans le cadre de la grossesse, c'est vrai que je l'avais fait dans un premier temps pour accompagner les grossesses. Après, j'ai plus été attirée par le cycle féminin. Et c'est ça en fait, de construire cette confiance déjà dès l'adolescence, dès la puberté, pour éviter d'avoir à la construire adulte. Parce que c'est beaucoup plus dur, une fois qu'on a été conditionné, qu'on a acquis des schémas qu'on a répétés pendant de nombreuses années. Ouais. Et voilà, c'était un petit peu ce que j'aurais envie de proposer dans mes ateliers, en tout cas ce que je propose aux jeunes filles, c'est qu'elles se fassent confiance, qu'elles écoutent leur voix intérieure, leur intuition, et qu'elles apprennent déjà à se respecter jeunes. Ouais. Et alors justement, on va parler un petit peu de l'accompagnement chez les jeunes filles. À partir de quel âge les filles viennent chez toi? Donc ça, c'est les ateliers de la magie de la métamorphose, c'est une transmission que j'ai suivie. L'âge pour les jeunes filles, c'est entre 8 et 13 ans. L'idée, c'est que ce soit fait avant leur première menstruation pour qu'on puisse vraiment les préparer au changement qu'il va y avoir dans leur corps, aussi que ce soit physique ou émotionnel. Parce que la transformation émotionnelle est souvent vue par les parents parce qu'on ne reconnaît plus son enfant, il fait des crises de colère alors que finalement il n'y avait pas lieu d'être. Ouais. Tout est accentué pendant cette période-là et c'est souvent là que les parents démunis nous appellent.
je sais plus quoi faire de ma fille. Ouais. Et si on les prend un tout petit peu plus jeunes, elles savent en fait elles que c'est ce qui va arriver, puis elles peuvent être prêtes et accueillir ça en étant plus dans l'acceptation que dans je sais pas ce qui m'arrive, je veux pas être comme ça. Ouais, dès 8 ans, on peut commencer à préparer à ce qui va arriver. Alors, c'est vrai que les premiers signes, ils apparaissent quand même entre 8-9 ans. Après, il faut aussi que l'enfant soit intéressé. C'est pas le but d'aller lui parler de ça, puis de le mettre un peu là, puis qu'elle soit mal à l'aise. Ouais. Alors, il y a toujours un mal-être, une certaine gêne quand on parle de ça. J'imagine, ouais. Mais l'idée, c'est que l'enfant, il est quand même déjà commencé à poser des questions à ses parents. Et puis, tu parles des premiers signes à 8-9 ans. Ça se manifeste comment? Justement, tu disais plutôt dans le comportement ou Non, le comportement, c'est plus tard. C'est 9-10 ans, 10-11 ans. Non, le premier signe, souvent, qu'on voit ou qu'on ne voit pas, parce que c'est un petit signe, c'est l'apparition d'un tout petit bouton sur les seins. Le bouton des seins au niveau du mamelon. Ouais. Ça, c'est un des premiers signes. Après, il y a aussi le fait qu'elles vont grandir très vite. Les poils, la transpiration, enfin il y a pas mal de signes comme ça qu'on peut justement leur apprendre à déceler chez elles. Ouais. Elles viennent, c'est les parents évidemment qui te contactent, j'imagine. Oui. Mais comment ça se passe? Est-ce que les jeunes filles en parlent quand même volontiers? Tu disais avant que c'est pas toujours facile, en plus de se retrouver face à quelqu'un qu'on connaît pas forcément pour parler de quelque chose qu'on connaît pas non plus, parce que finalement ça arrive comme ça, on sait pas trop ce qui se passe. Comment ça se passe ces rencontres en fait? Alors je trouve que ça se passe toujours très bien. Je les trouve justement impressionnantes à quelle vitesse elles arrivent à parler. Ouais. Parce que c'est des ateliers qui se déroulent sans les mamans. Donc c'est vraiment entre jeunes filles et moi. Et souvent elles me disent « Ah mais c'est plus cool avec toi qu'avec la dame de l'école. » Parce que c'est vrai qu'à l'école, malheureusement, je trouve que c'est pas quelque chose qui devrait se donner mixte. Si on parle de la puberté des filles, il faudrait qu'elles aient cet espace sécure pour le faire. Bien sûr qu'il faut parler de la puberté des garçons aux filles et l'inverse, mais ça ne devrait pas se faire ensemble, je trouve. Ouais. C'est mon avis. Parce qu'elles sont gênées, vraiment, et puis elles n'osent pas poser des questions, puis elles disent, mais ça ne sert à rien, en fait. Et nous, on n'arrive pas, avec la magie de la métamorphose, à approcher les écoles, parce qu'il y a ce système scolaire qui est mis en place et qui, pour eux, fonctionne très bien. Ouais. Puis suite à ces rencontres, tu as des retours finalement des parents sur un changement qui a pu se produire. J'imagine que tu aides quand même passablement. Alors en général, j'ai peu de retours, mais le retour que j'ai en fin d'atelier, c'est qu'elles sont contentes, qu'elles aimeraient que ça continue. Ouais. Donc il y a quand même ce côté où on échange, où elles aiment bien. Après, la vie fait que c'est toujours difficile de caser ça dans l'agenda, je pense, pour les parents. Et c'est pour ça que j'ai proposé aussi de créer, après les ateliers, ce que j'appelle des tentes roses. C'est plus des espaces aussi où elles reviennent. Et si elles ont envie de discuter d'un thème, ou si elles déposent juste ce qu'elles ont à déposer. Oui, pour aussi créer ces espaces et puis que ça perdure dans le temps, puis qu'elles aient cette conscience aussi qu'à l'âge adulte, on peut garder ce lien entre femmes. Si on parle maintenant justement du cycle menstruel, j'ai cru comprendre que toi c'était quelque chose qui te, je sais pas si on peut te dire, qui te passionne. Oui. Mais ça en lien avec les phases de la lune, d'après ce que j'ai pu lire, etc. Enfin, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu pour quelqu'un pour un homme qui ne connaît pas grand-chose finalement. Un homme qui trouve sa femme chiante juste avant ses règles. Non. Ça, c'est le cliché. C'est le cliché. Je n'ose pas le dire. J'aime bien plaisanter que ça, c'est vraiment le cliché. Donc le cycle féminin, c'est vrai que, de nouveau, dans les sociétés ancestrales, la femme était vraiment reliée à la lune. En général, elle ovulait à la pleine lune et elle avait ses règles à la nouvelle lune. Plus ou moins. Donc c'est pour ça aussi qu'on dit qu'une norme de cycle menstruel, c'est 28 jours, parce que c'est à peu près le cycle lunaire. Mais la femme, donc oui, on est quand même relié à la lune, on est aussi relié aux saisons de la Terre, parce que dans notre cycle, on a quand même 4 phases. Il y a la phase vraiment des menstruations, la phase préovulatoire, la phase ovulatoire et la phase prémenstruelle. Et ces 4 phases, on peut vraiment observer qu'on a des énergies différentes. Nos maris le constatent aussi.
Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que je fais avec ces énergies? Parce que, de nouveau, quand je sens que j'ai moins d'élan, est-ce que je vais forcer ou est-ce que je vais respecter ce rythme? Si je peux, bien sûr, si je travaille, voilà. Mais dans quelle mesure j'arrive à écouter un peu mes besoins? Puis c'est de nouveau se reconnecter à son corps. Se reconnecter. Et dans tout ce que je propose, finalement, l'invitation, c'est de se reconnecter. Se déconnecter, on peut le faire en 2 secondes. Bien sûr. On est vite happé par quelque chose, le téléphone, les enfants, un mail, le travail. Mais comment je me reconnecte dans mon quotidien? Qu'est-ce que je trouve en moi comme ressource pour être là et pour être bien avec ce qui est là? Et tu parlais avant, je vais juste revenir là-dessus, tu disais que finalement c'est pas normal de souffrir lors de ces périodes-là, mais finalement beaucoup de filles ou de femmes souffrent, j'ai l'impression. Alors, mais si c'est pas normal finalement, pourquoi est-ce qu'elles souffrent et puis qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive pas finalement? Alors, déjà, pourquoi on en est venu au fait que les gens acceptent d'avoir mal? C'est parce que, même moi, quand j'ai eu mes règles, quand j'ai eu 11 ans, on m'a dit « Ah, mais tu verras, c'est normal si tu as mal ». Donc quand tu pars de ce postulat-là, tu ne te poses pas trop de questions. Et puis, je pense que ça dépend aussi, alors ça c'est une interprétation que je fais, qui n'est pas forcément une vérité absolue, mais je pense quand même que le vécu de sa féminité impacte aussi peut-être sur les douleurs qu'on peut avoir pendant notre cycle. Et notre train de vie aussi, si on est complètement déconnecté de son corps, je pense qu'on peut aussi avoir plus de douleurs. Ce qui m'avait vraiment été transmis dans ma formation de doula, c'est qu'elle disait, Quantique Mama, que une femme qui, dans sa phase prémenstruelle, ne s'écoute pas dans son besoin de ralentir, aura des douleurs pendant ses règles. Et c'est vrai que j'ai pu l'expérimenter en étant beaucoup plus à l'écoute de mon cycle, que j'ai plus du tout de douleurs. Alors, j'en avais pas beaucoup, mais j'en ai plus du tout. Et tout d'un coup, c'est intéressant d'observer parce que, de nouveau, quand on accepte une douleur, on dit elle est là. Alors bon, quelque part, des fois, ça fait moins mal de l'accepter que d'aller contre, mais cette résignation fait que on ne se pose pas les questions de nouveau par rapport à quel pouvoir j'ai sur mon corps et quel pouvoir j'ai sur ces douleurs. Bien sûr que les personnes qui ont des maladies chroniques comme le syndrome des ovaires polykystiques ou l'endométriose, il y a autre chose derrière. Il y a peut-être la possibilité de travailler aussi le côté énergétique, mais ça ne fait pas tout quand même, je pense. Puis ça, c'est quelque chose qu'on entend encore une fois beaucoup parler à l'heure actuelle. L'endométriose, c'est un sujet finalement d'actualité. Pourquoi est-ce qu'on en parlait moins avant? Est-ce que c'était moins connu ou est-ce que c'était moins courant les douleurs, ou est-ce que justement tu parlais avant des femmes peut-être qui ont duré plus dans cette génération? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est d'actualité? Alors j'ai pas creusé vraiment la question. Après, mon hypothèse, c'est que il y a quand même beaucoup d'alimentation inflammatoire. L'endométriose, c'est une maladie qui est quand même inflammatoire. Donc probablement qu'il y a quand même un lien avec l'alimentation. Je pense qu'il y a quand même un lien avec l'émotionnel, peut-être le transgénérationnel. Et je pense qu'à l'époque, elles en avaient certainement aussi. Mais peut-être que l'alimentation jouait quand même un autre rôle parce que c'était moins transformé. D'accord. Et il y avait une partie d'elles où elles n'avaient pas le temps de ressentir, clairement. Donc j'ai pas de réponse, si ce n'est, de nouveau, c'est cette envie d'inviter les personnes à se reconnecter à leur corps. C'est ça. On a fait le tour de différents sujets. Est-ce qu'il y a encore un autre type d'accompagnement que tu proposes et que tu aimerais développer ici? Alors oui, le dernier accompagnement que je propose, c'est un accompagnement de groupe ou en individuel si la personne a envie, qui s'appelle « À la rencontre de toi-même ». Même avec A-I-M-E, donc toi-même, donc tu t'aimes. C'est vraiment plus de nouveau un mélange de tous ces outils que j'ai pour que la personne puisse soit travailler cet amour pour elle-même, retrouver une émotion, par exemple la joie, ou revivre un petit peu plus dans le présent, arriver à se mettre au centre de sa vie, sans oublier le reste. C'est vrai que penser à soi, ça ne veut pas dire qu'on oublie le reste. Et ne pas se considérer, souvent,
j'utilise la métaphore de l'arrosoir. Comment est-ce qu'on peut donner aux autres si notre arrosoir est vide? Oui. Alors bien sûr, les autres nous donnent, ça remplit un peu l'arrosoir, mais il n'y a rien qui va remplir autant l'arrosoir que ce que nous, on se donne. Donc d'arriver à être sa meilleure amie, d'arriver à se considérer pour que finalement, si quelqu'un ne nous aime pas ou ne nous considère pas comme on aimerait, ça nous touche moins. Ouais. Parce qu'on arrive à se donner cet amour, on arrive à se donner cette confiance et je ne vais pas me démonter si quelqu'un me fait une remarque. Alors qu'avant, quand j'avais pas confiance, peut-être que je me serais retrouvée 6 pieds sous terre pour une remarque ou même une supposition de ce que quelqu'un allait penser de moi. Ouais. Donc finalement, c'était comment est-ce que je peux aujourd'hui être ma meilleure amie. Je pense le résumé de cet accompagnement, c'est prendre soin de moi pour prendre soin des autres après. Mais voilà, je suis aussi ma priorité. Et concrètement, dans ces ateliers, qu'est-ce que tu... Alors, on peut faire un peu de tout. Il y a beaucoup d'exercices de reconnexion, de méditation, de connexion à une émotion. Ouais. J'utilise des fois les rituels aussi. Je n'ai pas parlé des rituels, c'est quelque chose que je pratique un peu moins comme ça, mais dans les groupes, on met souvent le rituel parce que dans notre vie, on a encore perdu ça aussi. Et ces rites de passage, quand on ferme un chapitre de sa vie, c'est important de faire un rituel pour vraiment donner cette énergie vers autre chose. Ou quand on commence un nouveau chapitre aussi, ça peut être quand on ferme ou quand on commence, de l'ancrer par un rituel, ça permet aussi de poser cette intention. Et la matière, tout ce qui est dans la tête, des fois, ça met plus de temps à prendre matière. Ouais. Tout ce qu'on dépose dans la matière, on l'attire à soi. Donc j'invite aussi beaucoup les gens à se reconnecter. Dans les cercles de femmes, on fait aussi beaucoup de rituels où on s'ancre à la saison, on s'ancre aux éléments de la terre, pour que finalement cette matière nous soutienne. Parce que dans notre tête, il se passe énormément de choses, mais quel pourcentage de ce qui se passe dans notre tête on met vraiment en action? Donc c'est ça, de passer par le corps pour agir. Okay. Pour attirer à soi les choses. Ouais. Alors voilà, on arrive au bout de l'épisode 3 de l'Instant Focus avec Liliane. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je reçois aussi beaucoup de messages privés pour me dire que c'est vraiment super. Mais n'hésitez pas vraiment soit à liker les vidéos, soit à mettre des commentaires. Et encore une fois, à me suivre parce que c'est ça finalement qui donne beaucoup de force pour continuer. Donc merci à vous. J'espère que ça vous aura plu. Et puis à la prochaine pour l'épisode 4. Ciao. Donc le mot de la fin. Le mot de la fin, je pense que c'est que tout part de soi et qu'on est la personne la plus importante de notre vie. Bien sûr que tous nos proches le sont aussi, mais si je peux être heureuse, j'ai beaucoup de pouvoir pour pouvoir transmettre cet amour et ce rayonnement aux autres. Ok, parfait. Merci beaucoup. Merci.